Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense. Elle n'est pas venue naturellement. Ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment ? En intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glacogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité, voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pinon. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales,
et climatique, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple qu'HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la sourde oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça et il ne l'a pas fait. C'est regrettable car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années.
正直、スマトラ沖地震と津波はアメリカの地震津波兵器の仕業だと言われたら、国際的な震災復興の協力体制といったって、むしろアメリカだってこんな人を登用するなんて日本国政府は何を考えてるんだと思われてしまうのではないかというふうに心配をいたします。どう思われますか、浜田政務官。総務大臣政務官、浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波、人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは、国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしても、そういう可能性があるということを十分踏まえた上で、世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。だからといって、そのことによってアメリカ政府やアメリカのさまざまな企業が日本のために援助をしない、そんなことは決してありません。現実にさまざまなですね、アメリカの軍の関係の技術、国立のさまざまな研究所からですね、今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。以上です。